Le tout-puissant Mazembe Anglebert, éliminé malgré sa victoire à domicile contre l'Entente Sétif ce dimanche à Lubumbashi. Les Corbeaux n'ont pas pu empêcher le club algérien de marquer le deuxième but qui a qualifié l'Entente Sétif. Par contre, l'ASV Club s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Les Verts et Noirs ont battu en déplacement les Tunisiens du Cercle Sportif Sfaxien sur un score de 2-1 en match retour de demi-finale. Et puis, 24 personnes ont été secourues après un naufrage survenu samedi sur le lac Tanganyika. L'accident a eu lieu à 1 km du port de Kalundu à Ouvira, dans le sud Kivu. C'était après 30 minutes du départ du bateau qui s'est dirigé vers la Zambie via Kalemi. Dans la page rétrospective de la semaine, le président de la République, Joseph Kabila, a pris la parole à la tribune de la 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État congolais a abordé dans son discours des questions sur le terrorisme et la résurgence de la fièvre hémorragique d'Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'actualité dominicale sur la radio-télévision du groupe L'Avenir qui débute avec le sport. L'aventure de tout-puissant Mazembe Anglebert à la Ligue des champions de la CAF s'est arrêtée ce dimanche à Lubumbashi dans la province du Katanga. Ce malgré la victoire devant l'Entente Sétif d'Algérie, 3-2 en match aller joué en Alger. Le tout-puissant Mazembe s'était incliné devant son adversaire sur un score d'1-2. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de cette rencontre qui s'est déroulée cet après-midi à Lubumbashi. Mazembe de la République démocratique du Congo, c'est la 5e fois que Mazembe rencontre une équipe du Maghreb en demi-finale et par 4 fois Mazembe a obtenu 3 fois la qualification pour la finale et une seule fois c'était en 2012. L'Espérance sportive de la Tunisie avait sorti le tout-puissant Mazembe. L'histoire, Laurent Ngala, aucune équipe qui s'était qualifiée 2-1 au match aller en demi-finale des Ligues des Champions ne s'était qualifiée pour la finale. Et là, V Club a brisé les mythes hier et aujourd'hui, c'est au tour de l'Entente sétifienne qui a gagné 2-1 à l'aller, qui vient pratiquement de se qualifier en finale. Et là, c'est Kidiaba Mouteba qui est en train pratiquement de pleurnicher. Il s'imagine ce que ça représente cette élimination et pourtant tous les Congolais ont vérification pour la finale à domicile. Mais ce sont les choses qui arrivent. Sport toujours, l'ASV Club première à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions de la CAF a battu le Cercle Sportif Sfaxien sur un score de 2-1 en match retour de demi-finale. C'est pour la toute première fois que Vita Club se qualifie à cette phase de compétition. Nous vous proposons également un extrait choisi pour vous par Fanny Fakasemwana. Siffle pas, attention maintenant, ils sont comme survoltés avec Ben. Lukong a quand même plongé derrière le bois. Oui, il accompagnait les ballons avec un tout petit peu de fantaisie. Et Ben n'en croit pas ses yeux, il dit mais c'est une longue rentre des touches. Attention, et il faut dégager. Bon gamin. Tout à fait. Lukong. Il a pris le ballon. Il a pris les ballons. Ah là, il va encore faire 15 minutes. Et juste après cette victoire de Vita Club, les Quinois et Quinois ont exprimé leur joie dans les différentes rues de la capitale congolaise. Les uns et les autres ont salué cette victoire des Verts et Noirs 40 ans après leur dernière finale dans une compétition de la CAF. Suivez. Pourquoi Mazembe maintenant banga ils sont en limite de bataille. De bataille retour, nous avons fait là. Alors vite! Une grande équipe d'Afrique. Aujourd'hui, il y a un champion d'Afrique. Ceci est prouvé. Tout le monde est content de l'ASV Club. Nous sommes contents pour cette victoire. Vraiment, félicitations à Tangofo. Merci Vita. Merci Tangofo. Merci Steph Mobimo. Merci ma joueur Nabusso. Merci. Merci.
coupe, dans un rendement, les champions. Il n'a qui déjà que tu reviens ta finale. Comment est-ce qu'on a général? Nous allons quitter cette ambiance pour parler d'un autre chapitre. 24 personnes ont été secourues après un naufrage survenu samedi sur le lac Tanganyika. L'accident a eu lieu à 1 km du port de Kalundu à Uvira, dans la province du Sud Kivu. C'était après 30 minutes du départ du bateau qui s'est dirigé vers la Zambie via Kalemi. Selon le commandant de la base de la force navale à Uvira, le bateau avait largement dépassé son tonnage. Des biens de certains voyageurs ont été récupérés. Quant aux personnes secourues, elles ont été conduites à l'hôpital. Jusqu'à présent, le nombre exact des passagers demeure encore inconnu. Dans un autre chapitre, l'actualité politique. Maintenant, l'opposition congolaise était dans les rues de la capitale congolaise le samedi. La plateforme dénommée les forces politiques et sociales ont par cette manifestation tenté de démontrer leur capacité de mobilisation autour de la révision constitutionnelle auquel l'opposition s'oppose. Nous proposons de suivre ce reportage. Parti de la place échangeur de Limité pour chuter à la place triomphale en face du stade de Martyrs, les militants et militantes, membres des forces politiques et sociales, ont marché sans casse ni incident tout au long du parcours. C'est une foule estimée à plus de 5000 personnes qui ont pris part à cette marche avec comme slogan « Non à la révision de la Constitution ». Les organisateurs ont remercié les autorités de la ville et les forces de la police pour leur sens de patriotisme et le souci de promouvoir la jeune démocratie qui est en marche en République démocratique du Congo. Annoncé avec prompt par les partis politiques et la société civile, membres de la plateforme Force politique et sociale, cette marche n'a pas mobilisé les Kinois, même à 1% de leur population aujourd'hui estimée à plus de 15 millions. Le combat s'annonce donc rude et difficile pour les membres des forces politiques et sociales. Cela après l'échec au terrain GD d'une autre frange de l'opposition, chapeautée par Lisanga Bonganga. Affaire à suivre. Je reçois sur ce plateau un invité, mais avant de le voir, suivez d'abord ceci. Harold Bellarmé Badibanga, bonsoir. Bonsoir, Duny Kalinda. Vous êtes délégué national du Congrès national congolais en charge de la presse et médias et porte-parole du Congrès national congolais. Comment vous allez? Ça va. Vous avez suivi avec nous la marche organisée par l'opposition politique le samedi. Quelle est l'analyse que vous faites sur cette organisation? L'analyse que nous faisons au Congrès national congolais par rapport à ce qu'il y a eu comme marche de l'opposition, c'est que cette marche prouve à la face du monde que la République démocratique du Congo vibre au rythme de la démocratie, étant donné qu'il n'y a que dans des États démocratiques comme les nôtres que pareilles marches peuvent se faire, surtout lorsque ce n'est pas organisé par le régime en place. Et de deux, on se rend malheureusement compte qu'avec le résultat que l'opposition a fait hier, la démocratie est en danger. Tu le sais bien, Duny Kalinda, que lorsque il y a une majorité qui gouverne comme la nôtre est en train de gouverner, en face, il doit y avoir une opposition forte pour aider cette majorité à recadrer ces tirs avec des critiques positives. Mais on se rend malheureusement compte qu'en face, il n'y a pas un répondant fort. Vous vous imaginez, Duny Kalinda, que sur un ensemble de la population de Kinshasa, cette capitale contient plus ou moins 13 millions de personnes. Mais lorsque l'opposition est incapable de mobiliser ne fût-ce qu'1 million, il y a de quoi... Vous avez compté? Nous savons voir et nous avons des statistiques et nous nous rendons compte que ce n'était même pas 1 million, c'était environ 2000 ou 3000 personnes. Donc, il ne faut pas se voiler la face ou aller par le dos de la cuillère. Il faut dire que c'est un échec patent et cuisant. Ça part de quoi? Manque de stratégie, manque de popularité? Comment vous expliquez ça? C'est dire clairement que l'opposition, la population congolaise en général et quinoise en particulier, ne vibre pas au rythme de l'opposition. Ça, c'est de un. Mais il y a quand même mille et une choses qui nous font
croire que c'est ça qui était à la base de cet échec. De un, vous vous rendez compte que ceux qui sont à la base de l'organisation de cette marche ne sont même pas les élus de Kinshasa. Vous vous rendrez compte que Jean-Lucien Boussa est élu de Boudjala, Vital Kamerhe lui-même n'est pas un élu du peuple. Vous vous rendrez compte que Mvouemba, c'est un élu de Kassangoulou, alors que stratégiquement, ce sont les élus du peuple dans lesquels le peuple se retrouve. Si un mot d'ordre est donné par un élu du peuple, je crois que les résultats auraient changé. Vous n'avez qu'à vous imaginer dans le mot en bas un élu comme Pius Mouambil aussi dit un mot, la population est derrière. C'est pour dire que c'est d'abord ça qui est à la base de cet échec. Mais disons, est-ce que cette marche valait la peine? La marche ne valait même pas la peine dans la mesure où les quelques mille de gens qui sont venus pensaient que c'était une marche organisée pour soutenir V-Club. Donc, s'il n'y avait pas ça comme mobile tel que nous l'avons entendu, il y aurait peut-être 200 ou 100 personnes. Mais pour revenir à votre question de manière quintessentielle, cette marche ne valait pas la peine dans la mesure où nous nous rendons compte que on est en train de courir contre le vent, contre un fantôme. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Oben Minakou, a défié quiconque par rapport à quoi? Par rapport à la preuve de la présence sur sa table d'un projet quelconque de révision constitutionnelle, d'une proposition quelconque de révision constitutionnelle. Et ça n'avait jamais été le cas. Le président de la République, qui est autorité morale de la majorité, n'a jamais dit clairement qu'il y a quelque chose dans ce sens-là. Raison pour laquelle nous, au Congrès national congolais, le camarade président national Pius Mouambil a dit aux militantes et militants d'être calmes, de ne pas céder à l'intox, parce que la majorité présidentielle avec... Je t'égale sur ce plateau, le temps pour nous de voir justement ce reportage du Congrès national congolais où le président Pius Mouambil est en train de s'entretenir avec les sections. Voilà. Restitution de l'adresse du chef de l'État à l'Organisation des Nations Unies, appel au calme par rapport à la révision constitutionnelle ainsi que la présentation de la carte biométrique à quelques sections du Congrès national congolais. Ces sujets étaient au centre des échanges samedi entre le député national Pius Mouambil Mbayumuka, la président national du CNC et les camarades du parti. Au cours de cet échange, le président du Congrès national congolais a constaté l'échec des mobilisations par l'opposition. Le reportage de José Oli Tomaké et Elvis Ndaya. Pendant que quelques personnes marchaient sur le boulevard, c'est l'inquiétude au temple du Congrès national congolais, CNC. L'honorable Pius Mouambil Mbayou, président national de cette formation politique, était face à ses camarades. Il leur a restitué l'adresse du chef de l'État à l'ONU. La RDC est un pays debout où il y a la stabilité macroéconomique, meilleure gestion de l'épidémie Ebola, expérience à revendre sur la gestion des maladies, paix sur toute l'étendue du pays, routes et autres infrastructures réhabilitées. JKK a raison de le dire, d'en être fier, a précisé Pius Mouambil Mbayou, qui a invité ses camarades au calme, à ne pas se laisser distraire et à se référer à la hiérarchie au sujet de la révision constitutionnelle qui n'est pas encore une réalité. La question de l'heure, c'est d'abord aujourd'hui faire une petite restitution du voyage du chef de l'État à New York et ensuite leur donner la communication du président du parti, communication relative à tout ce qui est les gens, les camarades d'entente, à gauche, à droite, venant surtout de nos collègues, de nos amis et de nos frères de l'opposition. Ensuite, la carte biométrique du CNC qui a été présentée aux sections de Maluku, Barumbu, Ngaba et autres sécurise, crédibilise les membres et les partis et se vend à 1500 francs. Nous devions mettre à la disposition de nos camarades de nouvelles cartes et en même temps profiter aussi de l'occasion pour sensibiliser nos camarades sur les questions de l'heure. J'étais tenté de dire sur la question de l'heure. Nous sommes samedi aujourd'hui, nous sommes à limité. Vous avez vu que nous avons fait le plein comme toujours. Donc, comme je vous ai dit la fois passée, nous essayons de prendre 6 sections. Les membres des bureaux de 6 sections, donc 150 personnes, parce qu'une section pour nous c'est 25 personnes, parce que nous n'avons pas une grande salle.
Et quand ils viennent ici, je venais de vous le dire encore, c'est pour les sensibiliser sur l'acquisition de la nouvelle carte biométrique et ensuite les entretenir sur... Les CNC, parti des masses, s'alignent à gauche dans la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État. Nous recevons sur ce plateau Harold Bellarmé Badibanga, qui est secrétaire national au Congrès national congolais et porte-parole de ce parti politique. Harold Bellarmé Badibanga, nous venons de suivre ce reportage. Pourquoi une carte biométrique? Avant de revenir sur la question de la révision constitutionnelle et de la marche de l'opposition politique. Bon, il faut dire, merci pour la question d'Uni Kanida. Pourquoi une carte biométrique? C'est pour se conformer à la révolution de la modernité, telle que prônée par le chef de l'État. Il est impensable qu'un parti politique, réalité vivante en République démocratique du Congo, comme le CNC, ait une carte pour ses membres, n'importe laquelle, qui peut se dégrader, se détruire à tout moment. Mais l'idée est de sécuriser et le membre et le parti. Vous savez, nous sommes dans des situations où quelqu'un peut voler la carte d'un membre et aller en faire d'abord un usage autre que celui pour lequel cette carte est produite, et donc faire de la magouille politique. Mais avec ce système-là, si quelqu'un a perdu sa carte, il revient au Congrès national congolais seul de lui produire une carte identiquement seul et unique. Donc, les éléments qui sont dans des machines et qui sont contenus dans le code barre ne peuvent être reproduits qu'au CNC. Donc, c'est un logiciel à part entière que nous avons dénommé Siasa Pro. Ça veut dire en swahili la politique et l'affaire de manière professionnelle. C'est quand même innovant parce que c'est pas encore vu dans les partis politiques à Kinshasa. C'est unique en République démocratique du Congo et même, j'ose le dire, en Afrique. Ok, on revient maintenant. La dernière question, la toute dernière alors. Jusqu'où irons-nous avec les marches organisées par l'opposition politique autour de la révision constitutionnelle pour dire non à cette réforme constitutionnelle justement? Bon, cette marche... Parce que jusque-là, la majorité présidentielle n'a pas encore appelé ses militants à des marches comme ça. Encore que hier, les quelques gens qui sont venus, il faut quand même se le dire, parmi eux, il y avait de curieux qui, habitant les coins les plus éloignés de la ville, étaient quand même venus pour toucher ou voir la révolution de la modernité par rapport à la réhabilitation du boulevard Lumumba. Donc ce sont des curieux qui sont quand même venus. Par rapport à la majorité, il faut tout simplement dire que si la majorité présidentielle, qui, il faut le dire, est très structurée, le jour où un mot d'ordre pourra venir dans le sens du procès d'intention qui est en train d'être intenté au chef de file de la majorité présidentielle, au secrétaire général de la majorité et même à tous les partis politiques qui composent, la majorité présidentielle étant structurée, dès qu'un mot d'ordre dans ce sens pourra venir, ce mot d'ordre viendra du sommet vers la base. C'est ce que l'honorable Pius Mwambi, le président national du CNC, a dit à tous ses militants, de rester calme, de travailler, étant donné que l'actuelle majorité a encore plus de 2 ans pour réaliser le travail pour lequel le peuple lui a donné cette majorité. Des projets à impact visible comme le parc agro-industriel de Bukangalonzo, le reliement de toute l'étendue du territoire national par la voie routière, les infrastructures, la construction des écoles, des hôpitaux, c'est ce à quoi la majorité présidentielle est en train de s'atteler. Le reste, c'est de la distraction à laquelle il ne faut pas mordre dans la mesure où ces marches vont aller dans le sens de distraire la population et se distraire soi-même. Merci beaucoup Harold Bellarmé Badibanga d'être passé sur ce plateau pour la grande édition d'information dominicale. Merci beaucoup. Je vous en prie, Dunikani. Nous allons poursuivre justement avec cette question de la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo, cette fois-là avec le débat autour de la révision constitutionnelle qui a été au cœur de l'Assemblée générale de la Convention des Congolais unis Sankourou. À cette question, les membres de ce parti politique en appellent au référendum populaire. Suivez ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. La CCI égale la Convention des Congolais
La Convention des Congolaises Unies, l'ODIA, a tenu son assemblée générale le week-end dernier. C'était autour des questions d'actualité afin de rendre publique l'opinion du parti quant à ce. Les discussions étaient beaucoup plus centrées sur les seuls points concernant la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Les militants de la CCU Sankuru ont défini la position de leur parti. Pour eux, il ne sera donc pas question que les politiciens ou d'autres groupes de pression que ce soit prennent des décisions à leur place. L'avenir de la nation congolaise dépend du seul peuple congolais et toute préoccupation relative aux institutions de la République démocratique du Congo doit lui être soumise au préalable. Les membres de la Convention des Congolaises Unies Sankuru qui se sont retrouvés en assemblée générale à Okitaloanga dans le secteur de Luchimba se sont donc clairement prononcés en faveur d'un référendum populaire sur la question de la révision ou non de la Constitution. Sur les articles qui ont été verrouillés, la CCU Sankuru estime à cet égard que ce qui a été verrouillé par le peuple ne peut être déverrouillé ou interdit de déverrouillage que par lui seul. La CCU Sankuru exige donc que la classe politique au niveau de Kinshasa ainsi qu'à l'étranger respecte la souveraineté du peuple congolais. Nous allons maintenant parcourir les informations qui ont marqué la semaine qui s'achève. Prestation de Joseph Kabila à la 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État congolais a abordé dans son discours des questions sur le terrorisme, la résurgence d'Ebola en Afrique. Le président de la République démocratique du Congo a sur le plan interne reconnu les efforts déployés par son pays. Désormais, un pays debout avant d'affirmer sa volonté d'organiser les élections de 2016 dans les délais. La synthèse de ce discours avec Jacques-Olivier Moulouba et Georges Bakaba Kangese Matolo. À la 69e Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York, le président de la RDC a fait part de ses réflexions du haut de la tribune le jeudi 25 septembre. On a retrouvé un Joseph Kabila plus que préoccupé par la question du terrorisme qui paralyse la planète et dont les efforts des États membres de l'ONU sont attendus pour une solution concertée. Abordant la question sécuritaire et politique de la RDC, le président Kabila s'est réjoui que son pays soit de nouveau debout avec des prouesses économiques enregistrées. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie et des réserves de change en constante augmentation. Le pays se reconstruit, a-t-il affirmé, avec des routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses. S'agissant de la question des élections prévues en 2016 et qui alimente les débats dans des états-majors des partis politiques, Joseph Kabila a souligné que la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent des objectifs prioritaires. À ce titre, toutes les dispositions sont prises pour que le pays en sorte apaisé, uni et plus fort. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections, conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. L'engagement de la RDC devrait sans relâche pour la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde a été également relevé. À propos de la question des résurgences d'Ebola en Afrique, le président de la RDC a assuré que ce virus a été maîtrisé dans son pays, touché pour la 7e fois. Depuis la dernière session de l'Assemblée générale, un problème majeur de santé publique perturbe tout autant la marche de l'Afrique vers son développement. Il s'agit de pertes en vies humaines que le virus Ebola inflige à certains pays de l'Afrique subsaharienne, soit en moins de 6 mois, plus de 2000 morts
dont une quarantaine dans mon propre pays. Et aujourd'hui, qu'elle a pratiquement maîtrisé la situation sur son territoire, la République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ses experts dans les autres pays affectés. Je saisis cette occasion pour annoncer du haut de cette tribune que, forte de son expérience de plus de 30 ans dans la gestion des épidémies d'Ebola, la République démocratique du Congo va mettre en place, dès le mois d'octobre prochain, des centres de formation pluridisciplinaires pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui sont ou seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Ce discours est sans nul doute une démonstration de la capacité de la RDC de se préoccuper aussi bien de ses problèmes spécifiques que de ceux qui minent la paix à travers le monde. Le discours du chef de l'État, le président Joseph Kabila, à la tribune de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies n'a pas laissé indifférents les députés nationaux. Certains estiment que ce discours du président de la République avait une portée internationale car il a évoqué les problèmes qui ne concernent pas uniquement que la République démocratique du Congo. D'autres, par contre, pensent que le président n'a pas exprimé clairement ses intentions afin d'apaiser les tensions qui règnent au sein de la classe politique. Les propos des uns et des autres ont été recueillis pour vous par Faneni Fakasemwana, Martin Kaimbe et Sylvain Bété. Le chef d'État a fait un très bon discours, un discours d'un grand chef d'État d'un des grands pays du monde. Parce que Kabila ne s'est pas présenté simplement comme le chef de l'État de la République du Congo, mais il s'est présenté comme un chef d'État du monde. Et il a été applaudi sur tout son discours, mais particulièrement quand il a revendiqué les droits de l'Afrique de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en même temps, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à renforcer notre démocratie avec l'organisation des élections à la base. Les gens veulent que le chef de l'État parle d'une question qui n'est mise sur table par personne. La question liée à l'article 220 ou à la fin de son mandat. Le chef de l'État n'a pas besoin de se prononcer, il est à mi-mandat aujourd'hui. Il y a eu cette dimension internationale là, que le chef a pris, cette dimension qu'il a prise, c'est-à-dire de se mettre au-dessus, au niveau des leaders africains, parce que là, on a compris qu'il a évoqué tous les problèmes. En partant du terrorisme, le problème du terrorisme dans le monde, en passant par le problème des maladies, jusqu'au problème de la gestion environnementale. Et en fin de compte, vous avez suivi à la fin ce qu'il a posé comme problème par rapport au droit qu'a l'Afrique aujourd'hui de disposer d'un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. Je pense qu'hier, c'était vraiment toute une dimension vraiment beaucoup plus internationale et il a défendu à la fois le Congo et surtout l'Afrique. Je l'ai suivi en tant qu'acteur politique et je pense que son discours a ramassé beaucoup de préoccupations que les Congolais voulaient entendre. Il a frôlé dans l'espace un aspect intéressant. On voudrait entendre du président de la République comment il compte encadrer cette démocratie dont il a été parmi ceux-là qui ont fait à ce que le processus puisse être en marche à partir de 2006. Avant les élections, il faut d'abord consolider la paix et la cohésion nationale. Et les élections se dérouleront dans un calendrier qui sera défini par l'institution légale. Alors je crois sur ce point de vue, le chef de l'État était clair. Nous avons été très contents et il a demandé encore que l'Afrique soit représentée, pour question de justice et d'équité, soit représentée au Conseil de sécurité.
Des questions environnementales ont également marqué cette semaine qui s'achève. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés mardi à New York à redoubler d'efforts face au réchauffement climatique. Mais pour l'instant, le fonds vert de l'Organisation des Nations Unies n'a pu récolter que 2,3 milliards de dollars sur un objectif de 10 milliards qui devront être réunis d'ici la fin de cette année 2014. Commentaire de Vicky Moukeba et Bibi Chimouzeke Matete. Du lot des problèmes cruciaux auxquels la population mondiale doit faire face figure la question du réchauffement climatique. Cette équation interpellatrice qui conditionne la survie et la conservation des espèces humaines, végétales et animales est au cœur de la problématique de la protection de l'environnement. La montée fulgurante et frénétique de l'industrialisation associée aux émissions multiples de gaz fossiles ont littéralement poignardé l'atmosphère au point d'entamer la couche d'ozone et d'engendrer les réchauffements de la planète et avec lui une litanie d'incidences sur l'environnement. Les raz de marée, les inondations récurrentes, la désertification, l'assèchement des cours d'eau et les perturbations saisonnières sont à comptabiliser. Le monde est alors à la croisée des chemins face au déséquilibre dû aux émissions de gaz à effet de serre et à la destruction des forêts censées absorber ces émissions. Les Nations Unies, qui mesurent l'ampleur des enjeux dus à l'urgence de limiter les réchauffements climatiques, entendent susciter des initiatives des politiques, des industriels, des leaders religieux et des ONG en vue d'une finalité salutaire à l'humanité. Dans ce combat mondial qui requiert l'apport de tous, la voix de la RDC s'avère prépondérante. Le pays du scandale géologique regorge les 60% des forêts de l'Afrique centrale, considérées comme deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. La République démocratique du Congo, qui a l'ambition d'être un pays émergent à l'horizon 2030, peut saisir cette opportunité pour orienter les choix mondiaux sur la protection des forêts en vue de sauver l'humanité du réchauffement climatique, pourvu que la contrepartie de l'exploitation limitée des forêts congolaises soit bénéfique et proportionnelle aux intérêts de la RDC. Vous avez là reconnu le timbre vocal de Georges Bakabaka Ngese Matolu qui a rendu ce commentaire. Et puis en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé a appelé les dirigeants du monde à agir avec plus de détermination afin d'éradiquer la fièvre hémorragique d'Ebola. C'était au cours d'une réunion d'urgence tenue à New York pour mobiliser un maximum de pays dans la lutte contre cette épidémie. Un commentaire de Fanny Anifakasemwana et Esther Mpezo-Mokombo. Au cours d'une réunion tenue jeudi au siège des Nations Unies à New York, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a pressé la communauté internationale de faire plus attention à la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Margaret Chan a appelé les dirigeants du monde entier à agir avec plus de détermination pour enrayer l'épidémie d'Ebola. Soulignant que le virus tuait plus de 200 personnes par jour, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a réitéré le même appel dans un document intitulé « Le monde peut et doit stopper Ebola maintenant ». La fièvre hémorragique d'Ebola, hautement contagieuse, a fait près de 3000 morts sur un peu plus de 6000 cas, essentiellement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. L'OMS a averti que l'épidémie était en croissance explosive et pourrait, en l'absence d'un renforcement significatif de moyens mis en œuvre, contaminer 20 000 personnes d'ici à novembre 2014. Dès ce week-end, des équipes de la mission des Nations Unies destinées à coordonner la réponse au virus Ebola s'y rendront en Afrique de l'Ouest. L'ONU estime à 1 milliard de dollars le budget nécessaire pour lutter efficacement contre le virus. La Banque mondiale a pour sa part promis 400 millions de dollars américains. La nouvelle mission des Nations Unies pour une réponse d'urgence à Ebola s'est déjà procuré 2 millions d'équipements de protection, 470 véhicules tout-terrain, 18 hélicoptères. Son quartier général va se déployer de New York à Accra à partir de ce dimanche. De la lutte contre Ebola, nous allons maintenant parler des questions des droits de l'homme. 257 cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés au mois d'août en République démocratique du Congo, partant des cas d'atteinte aux droits humains, aux violences sexuelles et aux droits des détenus. Et ces chiffres représentent une hausse considérable comparativement au mois de juillet où le BCNUDH avait enregistré 171 violations des droits de l'homme. La province orientale, le Nord Kivu et le Sud Kivu sont les provinces les plus touchées. Le commentaire de Vicky Moukeba et Georges Bakabaka Ngese. Au cours du mois d'août, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a enregistré 257 violations des droits de l'homme en RDC.
Ces chiffres connaissent une augmentation par rapport au mois de juillet, au cours duquel le BCNUDH avait enregistré 171 violations des droits de l'homme. Au cours du mois d'août, le nombre de victimes de ces violations a connu une hausse considérable, passant de 405 à 634 victimes, soit une augmentation d'environ 58%. Pour son directeur, le BCNUDH a enregistré 5 cas de violations sexuelles, dont 38 femmes et 12 filles. Ce bureau des Nations Unies a également noté un nombre constant de décès de détenus, soit environ 10 cas pour le mois d'août. Cette situation préoccupe également le BCNUDH. Ce bureau regrette que la plupart des décès sont causés par le manque de soins appropriés ainsi que les mauvaises conditions de détention. Les provinces les plus touchées restent les provinces de l'Est de la RDC, à savoir la province orientale, le Nord et le Sud Kivu. Ces 3 provinces ont enregistré une hausse du nombre de violations des droits de l'homme par rapport au mois de juillet, passant de 76 à 117 violations pour le Nord Kivu, de 35 à 66 violations pour la province orientale et de 16 à 23 violations pour le Sud Kivu. Coopération économique à présent, identifier les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. C'est l'objectif de la conférence économique Allemagne-République démocratique du Congo qui s'est tenue à Kinshasa. Le gouvernement de la RDC s'est donné 2 jours pour convaincre les investisseurs allemands de venir fructifier leur argent en République démocratique du Congo. Cette conférence fait suite au récent séjour en Allemagne du chef du gouvernement congolais Matata Ponyo Mapon. Le reportage de Bibi Chimouzeki Matete. 2 semaines après le séjour du Premier ministre Matata Ponyo à Berlin, les investisseurs allemands sont arrivés à Kinshasa pour envisager des échanges et identifier les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Car en effet, le pays de Joseph Kabila est redevenu fréquentable au regard de la stabilité de son cadre macroéconomique. 2 jours d'échanges pour convaincre ces hommes d'affaires de venir fructifier leurs affaires en République démocratique du Congo. Le Premier ministre est entré sous le leadership du chef de l'État, d'entreprendre beaucoup de contacts avec le reste du monde pour qu'ils viennent. À part ce cadre macroéconomique stabilisé qui est un bon contexte en termes d'amélioration du climat des affaires, nous avons aussi parlé des potentialités que regorge le pays dans les domaines miniers, dans les domaines de l'hydrographie, dans les domaines de la pêche, dans les domaines de l'environnement, dans le cadre du tourisme, et ainsi de suite, dans les domaines miniers, dans l'énergie, de sorte que les entreprises allemandes qui évoluent dans le cadre ou le secteur des infrastructures puissent identifier ce qu'ils peuvent faire dans ces cadres. Pour l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Wolfgang Manning, la RDC a amélioré son économie, socle du développement du pays. La visite de la délégation économique de l'Association de l'économie allemande pour l'Afrique, Afrika-Verein, en République démocratique du Congo, est une étape importante pour les relations économiques germano-congolaises. Votre présence aujourd'hui prouve que quelque chose a été fait dans ce pays. Je suis ravi que l'Association de l'économie allemande pour l'Afrique et mon collègue à Berlin, son Excellence Madame l'ambassadeur Chakembo, ont eu le courage d'inviter un voyage pour le Congo. Le fait que l'économie allemande a suivi cette invitation en si grand nombre prouve le regain d'intérêt d'anciens partenaires. Ces hommes d'affaires se rendront aussi à Lubumbashi pour prospecter d'autres opportunités. Et puis cette information qui n'a cessé d'effrayer la chronique dans le monde médiatique en République démocratique du Congo, vous l'avez peut-être suivi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication a un nouveau patron. Il s'agit de Tito Ndombi. Ainsi en avait décidé la 25e session ordinaire de l'Assemblée plénière du CESAC qui a décidé de mettre fin aux fonctions de monsieur l'abbé Jean Bosco Baala en tant que président du CESAC. Le reportage de Vicky Moukeba, Esther Pezo et Elvis Ndaya. Réunis en 25e session ordinaire, les membres de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication viennent de mettre fin aux fonctions de l'abbé Jean Bosco Baala en tant que président de cet organe de régulation de médias. Ces membres ont voté par consensus un nouveau président en la personne de Tito Ndombi. Le CESAC a établi les faits reprochés à M. l'abbé Jean Bosco Baala, à savoir l'usurpation des prérogatives dévolues à l'Assemblée plénière, qui est l'organe suprême et des décisions du Conseil, notamment dans l'attribution des avis de conformité
aux opérateurs du secteur de l'audiovisuel, acte de nature à porter un discrédit sur le Conseil. À cet effet, après débat et délibération, l'Assemblée plénière, sur fond des articles 37 de la loi organique du Conseil et 40 du règlement intérieur, a décidé de mettre fin aux fonctions de M. l'abbé Jean Bosco Baala comme président du CESAC. Le haut conseiller Christophe Titondombi a été désigné par consensus président du CESAC. Les autres membres du bureau restent en place. Approché par nos reporters, le président déchu par la plénière, l'abbé Jean Bosco Baala, considère cette déclaration de théâtrale et attend la décision de la Cour suprême de justice. Justement, l'abbé Baala n'a pas faibli par rapport à cette déclaration de la plénière. Il a donc déclaré devant la presse que c'était fini les rumeurs et l'agitation de l'audiovisuel et de la communication. Le président de cette institution a saisi la Cour suprême de justice pour trancher. L'abbé Jean Bosco Baala a appelé les membres du bureau du CESAC au calme. Le reportage est signé Esther Mpezo-Omba et Elvis Ndaya. Alors, la mise en garde consiste dans le fait que certains membres du CESAC se prévalent de leurs propres médias, je parle particulièrement de Internews, pour diffamer mon client. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être acceptable dans le chef des personnes qui ont des responsabilités officielles dans ce pays, qui qu'elles soient. Et donc, qu'il soit porté sur le grand public des accusations aussi graves et diffamantes à l'endroit de M. l'abbé Jean Bosco Baala Coulibaly, qui est jusque-là président du CESAC, est lourde de conséquences du point de vue du droit, parce que personne n'est permis, personne, mais alors absolument personne, n'est permis de saper l'honneur des gens, la réputation de personnes, tant que la justice n'a pas tranché de manière définitive sur les accusations qui semblent, ou plutôt les prétendues accusations qui semblent peser sur lui. Les membres du CESAC, et ça c'est une interpellation, d'être un peu plus citoyens, un peu plus républicains, en tout cas un peu plus mature. Je suis désolé d'emprunter ce mot parce que ça vaut la peine, du moment que la justice est saisie pour statuer sur la question de la régularité du fonctionnement du CESAC aujourd'hui, notamment par celui qui est censé représenter l'institution jusque-là, je cite M. l'abbé Baala, absolument, mais alors absolument personne ne devrait hausser du ton, ne devrait donner de la voix, tant que les instances judiciaires, disais-je, n'ont pas statué et donné une réponse définitive sur ce compte. Sur le plan strictement juridique, je rappelle que les prescrits légaux de la loi organique qui régit le CESAC, mais aussi du règlement intérieur qui régit le CESAC, disent que c'est le président du CESAC qui convoque toutes les réunions de toutes les instances internes. La première partie de cette édition d'information est maintenant terminée, mais avant d'entamer la deuxième, nous faisons le devoir de vous rappeler les principales articulations dont se rappelle. Le tout-puissant Mazembe éliminé malgré sa victoire à domicile contre l'Entente Sétif ce dimanche à Lubumbashi dans la province du Katanga. Les Corbeaux n'ont pas pu empêcher le club algérien de marquer le deuxième but qui a qualifié l'Entente Sétif. Par contre, l'Asve Club s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions de la CAF. Les Verts et Noirs ont battu en déplacement les Tunisiens du cercle sportif sfaxien sur un score de 2-1 en match retour des demi-finales. Et puis 24 personnes ont été secourues après un naufrage survenu samedi sur le lac Tanganyika. L'accident a eu lieu à 1 km du port Kalundu à Uvira dans le sud Kivu. C'était après 30 minutes du départ du bateau qui se dirigeait vers la Zambie via Kalemi. Dans la page rétrospective, nous avons parlé du président de la République, Joseph Kabila, qui a pris la parole à la tribune de la 69e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État congolais a abordé dans son discours des questions sur le terrorisme et la résurgence de la fièvre hémorragique d'Ebola en Afrique. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons entamer la deuxième partie de cette grande édition d'information sur la radio et télévision du groupe L'Avenir, bien sûr après ceci. Il est temps de percer avec nos bonnes